la Navy omanaise m'a proposé de les suivre jusqu'en mer Rouge. Et donc ils me tractent. Et il y a un navire de guerre qui nous suit pour éviter les pirates. Je suis en pleine sécurité. C'est parfait. Bon, on est près du détroit de Bab el-Mandeb. Et à l'horizon, là, on voit 3 petites embarcations. Ce sont des petits bateaux rapides. Et c'est exactement le type de bateaux qu'on appelle skiff qui sont utilisés par les pirates. Donc je remercie encore la Navy d'Oman parce que là j'aurais été complètement effrayé de voir ça. Et le Shabab Oman qui fait une hola pour la vedette militaire qui les accompagne. Ça y est, c'est en train de quitter le Shabab Oman. C'est vraiment génial, je trouve cette traversée est vraiment mythique. Toujours sur l'île Oupkan. Donc j'attends que Arthur rapporte le dîner. Intrigué sans doute par une boîte de conserve. Ah non. Génial. Et voilà le dîner. On est en train de traverser la mer Rouge et pour fêter ça, on ouvre une noix de coco. Et là on a des super conditions, il y a un peu de houle, mais il y a pas mal du vent, du coup on va quasiment à 5 nœuds et on arrive sur les côtes africaines demain ou après-demain. On a encore eu des bonnes nouvelles grâce à la radio. Et de la bonne musique. Alors vive la France et vive le jute. Je crois qu'il faut juste préciser qu'on est au large des côtes soudanaises et que c'est la première fois qu'on allume cette radio qui nous a coûté un bras, avec laquelle on n'a jamais réussi à avoir la météo. Et pour la première fois qu'on capte quelque chose à la radio, c'est de la musique, c'est une radio française et on est super contents. Alors on fait ça avec des petits ponches. Voilà, on est à Suakin. On avait pas mal de petits trucs à faire, de réparation et d'achat, et on a l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre hier. On arrive au milieu des ruines, mais on est content d'être là, il est 4h de l'après-midi, il fait beau. On a juste un petit problème, il n'y a pas de ponton sur ce port, et du coup, comme on n'a pas d'annexe, on était obligé d'aller à la nage trouver une solution. Et j'ai l'impression que Corentin en a trouvé une. Il arrive à la rame. C'est sympa la mer Rouge, mais il y a des calmes et des vents forts. Alors au début on pensait que pendant les calmes on ferait de la plongée et pendant les vents forts on avancerait vite. En fait c'est le contraire, les vents forts sont très forts, les calmes sont très calmes et du coup pendant les vents forts on est à terre et on répare le bateau. Et pendant les calmes on avance mais au moteur. Et le bateau n'est pas tellement fait pour faire du moteur. Je sais pas si on m'entend bien. Tout vibre, il faut écoper toutes les quarts d'heure. Et ça fait un bruit de dingue. On a une espèce de temps dégueulasse. C'est une espèce de brume qui est chargée de sable. Qui est partout autour. On a une visibilité qui est nulle. On est censé être à 5000 de notre prochain mouillage et à 10 000 et on voit toujours rien. On a mal dormi parce que cette nuit on a eu un problème de pilote automatique et un problème de refroidissement du moteur. Tout ça alors que les prévisions étaient bonnes. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'espère que ça sera mieux demain. Enfin non, demain c'est pire d'ailleurs, ils annoncent une grosse journée, donc là on va aller se réfugier à Shaker Island, à l'entrée du détroit de Goubal, c'est ça? Ouais. On est à Shaker Island, un mouillage magnifique, et c'est l'heure du petit déjeuner.
Qu'est-ce qu'on a ce matin? Il y a de la semoule, du sucre, de l'huile. Ah, des cacahuètes, je vais mettre des cacahuètes. On est en train de bitcher le bateau pour pouvoir changer une pièce, la pièce dans laquelle l'arbre d'hélice tourne. Le vent se calme, on planifie notre route pour passer tout près des rifs. Et c'est un peu risqué de passer tout près des rifs, mais comme on a un GPS et une carte précise, on peut se le permettre. Et ça va surtout nous éviter la houle, et donc on pourra avancer plus vite. Parce qu'avec la houle et le vent fort contraire, on a du mal à avancer. Deuxième jour du canal de Suez, on arrive dans environ 3 heures et cette vidéo est dédicacée au pilote qu'on aperçoit derrière, qui a barré toute la journée. Et j'ai pu lire des bouquins en regardant les cargos passer. Et ça y est, je suis en Méditerranée, j'ai quitté l'Égypte. Après l'expérience du canal de Suez qui était un peu pénible, on est resté bloqué 2 semaines parce qu'on n'avait pas les bons papiers, l'ingénieur voulait pas nous laisser passer, plein de problèmes qui se sont suivis. Le premier jour on s'est fait traîner par un bateau de pêche, donc ça allait assez vite, mais il faisait une fumée noire horrible. On est arrivé plein de suie à Ismailia au milieu du canal le soir. Et le lendemain, avec l'autre pilote, on a fait 12 heures de moteur, donc c'était fatigant et pas très drôle. On est le 2 juillet au large des côtes turques et on rase les falaises turques parce qu'il y a un vent de travers qui nous fait aller à 5 nœuds. Et il y a Aurélien qui s'occupe du dîner. T'arrêtes de faire des nœuds. Et c'est parti pour le canal de Corinthe. Et je sais pas ce que j'ai, je suis épuisé quoi. En fait j'ai passé le canal de Corinthe lundi matin. Lundi soir il y a eu un coup de vent assez fort et le bateau faisait que de chasser et il y a le pilote automatique qui s'est cassé. J'ai navigué toute la nuit sans dormir lundi soir. Mardi matin je me suis posé au premier ancrage. Je suis allé à Athènes. J'ai déposé le pilote automatique mardi après-midi. J'ai dormi à Athènes dans le port mardi soir. Mercredi, j'ai été rechercher le pilote. Ils ont été sympas, ils m'ont très rapidement réparé. Jeudi, j'ai bricolé sur le bateau. J'ai réparé pas mal de trucs. J'ai nettoyé toute la coque nickel. Et là, on est vendredi. Et je repars, mais je suis vraiment fatigué, alors je m'offre un petit aspirine, je sais pas ce que c'est. Malgré toutes les galères techniques, l'humidité, la fatigue, le stress des coups de vent, des courants, des cargos, des récifs, des requins, de l'administration et des pirates, j'ai quand même atteint mon objectif. Montrer qu'un bateau construit en toile de jute, ça résiste presque à tout. Je reviens aussi avec des images magnifiques plein les yeux et de super souvenirs. Et surtout, une grande motivation pour l'étape suivante. Créer un centre de recherche pour étudier des solutions aux problèmes de l'eau et du réchauffement climatique au Bangladesh. Et bien sûr, développer dans le pays l'utilisation du jute pour remplacer la fibre de verre. J'espère bien trouver des fonds pour financer cet ambitieux projet et pourquoi pas, un jour, repartir sur un autre Taratari.